Bienvenue à cette toute nouvelle édition du TV Laval Nouvelle. Très content de vous savoir à l'écoute de façon hebdomadaire. C'est toujours cette même formule auquel vous adhérez. Merci de continuer de le manifester via le tvrl.ca. On va parler évidemment de tout ce qui a trait au sujet qui vous touche au quotidien sur le territoire lavallois, économique, culture, sport. Un peu plus tard aussi au cours de l'émission, des chroniques aussi. Chroniques financières un peu plus tard. On va parler d'assurance avec Monica Choukassi qui est conseillère en sécurité financière et Stéphanie Léveillé-Denis aussi. Toujours très dynamique pour nous dénicher aussi des sujets intéressants pour tout le monde. Et segment auquel on commence tout d'abord, on y a recours donc aux nouvelles. Et c'est une adolescente de 14 ans qui fait réagir. Adolescente de 14 ans qui a été attaquée au couteau par 3 jeunes hommes sur le boulevard Sainte-Rose à Laval le 25 mai dernier. Et ces derniers auraient déchiré son sac à dos à l'aide d'un couteau avant de la plaquer contre le sol. L'adolescente souffre de blessures importantes, entorse cervicale et commotion cérébrale. Elle a d'ailleurs passé la nuit à l'hôpital lors de cette soirée et donc la fille revenait seule de la maison des jeunes vers 20h15. J'ai juste entendu « Hey, la grosse, reviens ici ». J'ai regardé rapidement, il y avait plein de gens derrière moi. Ils ont coupé mon sac à dos, ils m'ont pris par le collet et ils m'ont assommé par terre. Ma tête a retenti sur le trottoir, a mentionné Camille. Elle devra d'ailleurs porter un collier cervical pour 1 mois et elle est toujours, on peut le comprendre, ébranlée psychologiquement. J'ai vraiment peur de sortir toute seule. Elle et sa mère ont décidé de parler aux médias pour sensibiliser les gens. Tout ce qu'on veut, c'est que les autres jeunes filles soient plus sur leur garde. C'est traite ce qui est arrivé, mais en même temps, on pense que c'est des événements isolés, mais ça peut arriver à n'importe qui, raconte Mélanie Marois, qui est mère de l'adolescente. La police de Laval qui a confirmé qu'il y a une enquête pour vol qualifié contre une personne. Grève de la construction, sujet dont tout le monde a entendu parler, évidemment, coincée par un chantier. Elle reçoit de l'aide d'un bon samaritain, une résidente de Laval, emprisonnée par un chantier abandonné par les travailleurs de la construction, a vu un bon samaritain travailler corps et âme pour dégager le passage. Je suis soulagé de voir ce monsieur de la construction dégager la voie d'accès, a dit Marie-Lou Beauregard. La mère de famille avait lancé un appel à l'aide sur les médias sociaux vendredi, quelques jours après le déclenchement de la grève de construction. Aux prises avec des hernies discales, Mme Beauregard demandait de l'aide non pas pour elle, mais pour ses 3 enfants. Comment les pompiers et les ambulanciers vont-ils accéder à ma maison si un tas de pierres de 5 pieds bloque l'accès à mon terrain? S'il y a une urgence, je fais quoi? A-t-elle mentionné. Le bon samaritain a utilisé une clé universelle pour sauver Mme Beauregard. Il a d'ailleurs voulu garder l'anonymat pour ne pas avoir de représailles. Vimont, 3 millions pour la conversion du marché Dunn. Fermé depuis la fin du mois d'avril, le métro Dunn fera place à un Super C dès l'automne prochain. La conversion de cette épicerie implantée depuis 50 ans à l'angle des boulevards des Laurentides et Saint-Élyséard nécessitera un investissement quand même de 3 millions. C'est ce qu'a indiqué le vice-président principal de la bannière Super C, Jean-Guy Tremblay, alors qu'il procédait à la première pelletée de terre symbolique. C'était le 25 mai. On se rappellera que l'annonce de la fermeture du marché Dunn avait suscité énormément de réactions sur la page Facebook, notamment du Courrier Laval, à la mi-mars. Ce marché d'alimentation qui a toujours opéré sous le nom de la famille fondatrice avait été vendu il y a 30 ans à la chaîne Métro qui exploite, entre autres, la division de magasins d'escompte au Québec, Super C. Avec une superficie totale de 19 000 pieds carrés, le nouveau marché occupera une aire de vente 20 % plus vaste que l'ancien supermarché. Le commerce va aussi employer une quarantaine de personnes, dont plusieurs employés de l'ancien marché, c'est ce qu'on a mentionné. Et les personnes qui souhaiteraient d'ailleurs rejoindre les rangs de la nouvelle équipe seront invitées à soumettre leur candidature lors de journées portes ouvertes d'embauche que Métro organisera d'ici les prochains mois. Super C est déjà bien présente à Laval, a fait valoir donc jeudi M. Tremblay, soulignant qu'il s'agirait d'un 5e magasin de la chaîne ici sur l'île Jésus. Pour souligner le 375e de Montréal, une compagnie lavalloise, Réseau Sélection, a décidé de faire un clin d'œil au pont Jacques-Cartier. Elle a illuminé une grue de 400 pieds aux Sélections Panorama. Bien plus qu'un éclairage architectural fixe, le jeu lumière animera le ciel jusqu'à 400 pieds dans les airs au cours des prochaines semaines, près de la rivière des Prairies, à l'endroit même où s'érigera le plus haut complexe résidentiel pour retraités au Canada. Depuis le 26 mai, la grue principale qui sert à la construction de ce complexe de 30 étages illumine donc le ciel à la jonction de Montréal et de Laval. Développé en collaboration avec la firme audiovisuelle Diplomate, ce projet est une première au Québec. L'illumination de grues s'inscrit dans une tendance que l'on observe à travers la planète, particulièrement en Europe où des développeurs immobiliers imaginent des signatures lumineuses originales. Les curieux pourront voir la grue illuminée à partir de plusieurs endroits de Laval.
Je pensais pas qu'on pouvait mêler les Transformers avec l'assurance, les finances. Optimus Prime, ben oui, dans Prime, je sais pas, on va faire la traduction comme ça, bien libre. On en parle avec justement la conseillère en sécurité financière qui vient nous voir de façon sporadique comme ça pour nous parler des différents sujets qui ont trait au domaine de l'assurance, des finances. C'est Monica Choukassi. Allô, Monica? Salut, Alexandre. Merci d'être là encore une fois. Ben c'est ça, je faisais un peu cette facile traduction-là, libre, mais c'est un peu ce que vous avez comme devise, c'est-à-dire un peu comme un Transformers, ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Soit l'assurance invalidité et aussi l'assurance maladie grave. Pour faire un peu la distinction entre les deux. Commençons par exprimer l'ABC, la littérature de ce que c'est l'assurance invalidité, tout d'abord. Bien, premièrement, l'assurance invalidité, ça implique que tu travailles. Parce que c'est une protection, ça pourrait aussi s'appeler assurance salaire, la même chose. Alors, c'est dans la mesure où tu n'es pas capable de faire ton travail. C'est un burn-out, par exemple, qui arrive, oui. Est-ce que ça rentre en... Oui. Ça rentre, c'est une des causes principales aussi. Quand on parle d'invalidité, ça ne veut pas dire que tu es en chaise roulante et tu n'es plus capable de manger ta soupe. Là. C'est ça. Ça peut vouloir dire tout simplement que tu n'es pas capable de faire ta propre profession. Si tu arrives à un accident de voiture, par exemple, et tu tombes justement bien là, ça va être la SAC qui va prendre ça, c'est autre chose. Oui, à ce moment-là, qui va prendre en compte. Là. Ça se peut aussi, parce qu'ils vont se compléter les différentes protections. Oui, parce que ça peut devenir mélangeant pour les gens qui nous écoutent, là, parce que c'est des termes qu'on entend souvent, mais de savoir repérer dans quelles circonstances. Bien, dans l'assurance invalidité, tu as l'assurance chômage qui va prendre en compte les premières 15-16 semaines à ce moment-là. Et après ça, ça va être l'assurance collective ou l'assurance privée ou rien du tout si justement on n'a pas pris les moyens nécessaires pour pouvoir se protéger. Assurance maladie grave, dans le grave, j'entends cause peut-être possible de décès? Ou... Oui. C'est un diagnostic à ce moment-là d'un médecin. La différence entre les deux, premièrement, tu n'as pas ça dans les assurances collectives. C'est extrêmement rare que tu vas avoir ce type de protection-là, même si dans la réalité, à tous les 10 minutes, si on prend juste le cancer, à tous les 10 minutes, il y a quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer au Québec, puis à toutes les 25 minutes, il y a quelqu'un qui dit bye, au revoir. C'est une personne sur deux qui est touchée, d'ailleurs, de nos jours. Non, c'est énorme. Oui. Alors, la maladie grave, ça compte souvent au niveau des compagnies d'assurance à peu près 25 à 30 maladies. Donc, ça peut être tout ce qui peut toucher les AVC, les cancers, le crise du cœur. C'est large, là. Oh oui, c'est énorme. Et j'ai une petite question, mais qu'on aille plus en profondeur concernant l'assurance maladie grave. Mais quand vous avez mentionné que c'est extrêmement rare que dans des assurances collectives, on ait ça d'inclus dans nos clauses, dans nos polices d'assurance, finalement. Est-ce que quand c'est le cas, est-ce que ça vaut... Disons, c'est plus avantageux de se prendre une assurance à part parce que c'est moins onéreux ou c'est mieux de le garder avec mettons, dans notre convention collective? Toutes les formes de protection, à moins que ton groupe d'âge dans ton entreprise soit très jeune, c'est toujours plus avantageux de l'avoir personnellement puisque peu importe où est-ce que tu vas travailler, c'est toi qui es le propriétaire de la protection. À ce niveau-là. Puis tout dépendant, parfois, des fois, ton travail aussi. On s'entend que dans un travail qui est plus physique, dans le domaine, par exemple, de la construction, tu peux être exposé à des matières dangereuses. Donc, j'imagine que le niveau... Oui, il y a la CSST. La CSST aussi, là, mais... Qui une autre protection. Une autre protection, mais tu sais, on se comprend que il y a aussi, tout dépendant du métier qu'on fait, alors il y a toutes sortes de Oui, bien, l'invalidité implique que tu vas avoir un suivi. Il y a quelqu'un qui va vérifier si tu mérites de toujours avoir le montant d'argent. Normalement, c'est à peu près 66 de ton revenu. Donc, est-ce que tu mérites toujours? Donc, on va vérifier ton état de santé, ce qui n'est pas le cas avec la maladie grave, puisque la maladie grave, c'est pour couvrir les dépenses, les surplus qui peuvent arriver au moment où tu as un diagnostic. Okay. Alors, c'est un chèque. C'est un montant. Que tu reçois sans nécessairement d'exigence de preuve. Il n'y a aucune exigence, il n'y a rien. À partir du moment où on a le diagnostic, à l'intérieur d'un mois, vous recevez le chèque. Le montant d'argent. Oui, effectivement. Il faut faire ce que vous voulez avec, faire le tour du monde. Si c'est dans notre bucket list, si on est dans notre... Peut-être on sait malheureusement qu'on a une maladie qui peut s'avérer incurable. Bon, des fois, il y a des choix qui se font. Mais il y a énormément. Ça coûte cher être malade. Juste le stationnement dans un hôpital, 15-20 $, pour moi, c'est une aberration. C'est un membre de la famille aussi, des fois, qui accompagne un proche aidant qui doit arrêter de travailler, donc perdre d'argent, des fois, pour la famille, pour disons, le couple. On ne réalise pas. C'est la deuxième cause d'appauvrissement des familles canadiennes, ça, la maladie.
Alors, ça peut nous tomber. Oui. Et on comprend justement que, donc, selon notre âge, ça peut devenir aussi, tantôt on en a mentionné un petit peu, mais ça peut devenir une épargne. Oui, Bien, tu sais, façon de récupérer l'argent au bout d'un certain temps. La maladie grave, il y a un médecin qui a mis au point, comment je pourrais dire, une stratégie ou un concept, d'où le mot transformer. Oui, Transformers, tantôt qu'on faisait référence, là. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, vous pouvez récupérer vos primes si moindrement vous n'avez pas utilisé la protection. Alors, imagine, Alexandre, c'est comme si tu avais un compte de banque dans lequel la prime, dans le fond, tu accumulais les primes. Oui, OK. Si tu as un diagnostic, à ce moment-là, tu as le chèque du montant que tu as décidé. Mais si, après, c'est minimum 15 ans ou à 65 ans, tu décides, à ce moment-là, tu n'as pas eu recours à la protection. Donc, si j'ai été en santé tout le temps, finalement. Oui, tu peux décider de récupérer la totalité des montants que tu as impliqués. Ah oui, OK. Donc, ça peut, par exemple, on peut en faire ce qu'on veut encore là de cet argent-là. On peut l'investir. Exactement, il est à toi. Pour la retraite, pour des projets. Oui, amortir des montants, peu importe. C'est vraiment ton choix. Ou tu peux continuer. Dans le fond, à partir de ce moment-là, tu peux continuer encore à utiliser la protection, mais à n'importe quel moment, tu vas pouvoir récupérer l'argent. Alors, c'est vraiment comme si tu avais un coffre-fort, puis à partir de 15 ans ou à 65 ans, il était débarré. Et là, tu peux décider, mais OK, mais j'ai encore plus de chances d'être malade. Donc, je veux continuer à être protégée. Des fois, de façon génétique aussi, on a malheureusement des familles qui sont plus sujets à développer certains types de maladies. Et puis, est-ce que c'est bon aussi tu sais, justement, là, on parle d'assurance vie, d'assurance invalidité, on parle depuis tantôt aussi d'assurance maladie grave, de bien aussi marchander, c'est-à-dire d'aller voir toutes les courtiers d'assurance ou bref, les compagnies d'assurance? Premièrement, il y a une chose qui est évidente. Tout ce qui est assurance vie, ça ne se marchande pas, ça ne se négocie pas. C'est interdit par la loi parce que c'est la vie. Puis, c'est pas des protections qui sont 1 an. Tu sais, c'est pas une maison. Non, là, tu dis, OK, il y a des murs, il y a ci, il y a ça. Mais il y a certaines compagnies qui peuvent nous offrir plus d'avantages que d'autres selon certains types d'assurance. Des combinaisons, mais l'important, c'est de bien exprimer ton besoin. Puis, dépendamment de ta réalité, à ce moment-là, il y a différents compléments qui peuvent être ajoutés à ce niveau-là. Fait que c'est de vraiment bien comprendre la personne qui est devant toi, d'avoir un maximum d'informations pour lui offrir, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. Prendre une meilleure décision. Oui, la meilleure décision. Pour la famille aussi, parce qu'éventuellement, il y en a des descendants, des enfants, donc des fois qui sont là après notre décès. Alors, pouvoir quand même, je pense, penser à eux, leur assurer un bel avenir à travers c'est parce tout ça. que toutes ces protections-là, l'invalidité, comme la maladie grave, tu es encore vivant. C'est ça, tout à fait. Tu es encore vivant. Alors, tu veux pas, à ce moment-là, si moindrement tu n'es plus capable de rentrer un revenu, mais tout le reste de ta vie tombe. Là. Tu peux plus épargner, tu peux plus profiter de la vie. Tu ne peux plus faire face à tes obligations pour toi et ta famille. Alors, tu es le centre. Alors, si toi, tu n'es pas bien protégé... Bien, le reste, évidemment, va aussi se décliner. Bien, merci de nous en parler. Ça fait plaisir. Grand plaisir, merci. Ici Sadrack Amos et je me trouve au salon Les Barbares à Sainte-Rose à Laval. Qui dit été à Laval dit artiste, qui dit artiste dit spectacle et qui dit spectacle dit Festival Diapason. Oui, on est dans le cadre de la 9e édition. C'est le lancement officiel aujourd'hui. Venez voir, suivez-moi. Madame Patricia Lopriano, vraiment, félicitations. Merci beaucoup d'être là. Je le répète encore, félicitations. Merci beaucoup d'être là. Good. Comment on se sent après une 9e édition? On se sent plus proche de la 10e. C'est comme si c'est la première fois qu'on travaille une édition avec une autre parce qu'on a hâte de fêter notre 10e anniversaire. Puis on voulait vraiment faire un coup d'envoi avec une programmation assez éclatante puis vraiment assumée. On se sent plus ancré aussi. On a hâte de représenter le site réaménagé, un nouveau village. Fait qu'on a juste hâte de présenter aux festivaliers ce qu'on est capable de faire. Parlant de nouveautés, cette année, il y a un partenaire
béton. Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui, en réalité, pour la première fois, on a un présentateur officiel du festival, de la grande scène et aussi d'une nouvelle série des croisières Sirius XM. Fait qu'on est super heureux de les recevoir en grand. C'est l'apport d'un partenaire financier, c'est l'apport de valeurs communes. On partage la même mission, les mêmes passions. Fait que c'est pour nous, c'est un levier pour aller chercher encore plus de partenaires dans le futur, mais surtout d'affirmer qu'on est là pour rester. Wow! Et ça a été, tout a été bien dit. On est là pour rester. Et est-ce qu'il y aura peut-être des surprises ou des petites exclusivités pour nous? En réalité, je vais vous inviter à surveiller les réseaux sociaux pour les croisières parce que les croisières Sirius, c'est carrément des artistes mystères qui vont être annoncés sur nos réseaux sociaux. Fait que les plus privilégiés vont pouvoir réserver leur place soit en amont ou soit sur le site du festival en se présentant des premiers arrivés, premiers servis. Excellent. Mais première arrivée, première servie. Mais merci beaucoup, Patricia. Bonjour! Bon festival. Alors, je suis avec Émile Bilodeau ainsi que son band qui viennent de nous donner une prestation dans le cadre du lancement du festival Diapason. Émile, comment tu te sens? C'est ton premier festival, hein? On est bien excités, moi et mes boys, parce qu'on a vraiment un beau spot. 9h30 un vendredi soir, là, c'est nouveau pour nous autres, quand même. Là. Ouais. C'est drôle parce qu'au début de ta prestation, tu as fait la blague comme quoi qu'il y a 10 ans de ça, tu pouvais pas être dehors à 10 h le soir parce que tu avais quel âge? Ouais, j'en avais peut-être 10, oui. Là, aujourd'hui, tu as 20 ans. Oui, j'ai 20 ans, mais je pense que pendant le show, je vais avoir 21. Fait que si vous venez des États-Unis, amenez votre bière parce que j'ai le droit. Et blague à part, t'as un CD, t'as un album qui s'en vient? Oui, ben là, il y a des bonnes nouvelles. Mon album qui est sorti en octobre dernier là, m'a permis d'avoir une nomination prix Félix Leclerc. Je suis la révélation Radio-Canada aussi. Et puis, ben c'est ça, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes parce que mes chansons passent un peu à la radio. Puis on est bien excités. Victor puis Vincent pourraient vous en parler un peu du projet. Mais vraiment, justement, je vois que t'es bien accompagné. T'as tes boys qui sont là, tes gars qui sont là pour ça, c'est mon t'encourager. drummer, ça, c'est mon bassiste. OK, présentez-vous, parlez-nous de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est Victor, je joue la batterie avec Émile depuis à peu près 1 an. Là. Ouais, moi, c'est Vincent Huard. Moi aussi, ça fait depuis 1 an qu'on est avec Émile Bilodeau. On est vraiment super fiers de faire ce festival-là avec ce gars-là. Vraiment qu'on vous parle de notre show à Tadoussac. C'était en avant-partie, première partie de Fred Fortin. Victor avait oublié ses... Ben, qu'on dit, là? Ben oui, t'avais oublié tes baguettes, là. T'as oublié tes baguettes un soir de show. J'avais oublié mes baguettes puis mon snare. Oui, c'est ça, ils sont snare. Ouais, parce que je suis pas drummer, je sais pas trop... J'espère que pour le festival Diapason, vous serez prêts. Ben, je pense que Vincent en a tout le temps un en backup. Ouais. Vincent va nous emmener un snare en backup. Et juste avant de terminer, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la chanson? On a commencé à écrire un peu notre musique. Je pense que c'était au primaire. On allait au même primaire, en fait. Chris, Victor, t'en souviens, tout un doigt dans le nez. Mais Vincent était là pour le défendre, au moins. Pour vrai, on a une belle chimie. On va faire un cri d'équipe. Ça... Yes! Alors, c'était Émile Pour Bilodeau. vrai, ils sont pas dans mon band, ils vont jouer, c'est Vanille. Alors venez les voir le 8 juillet. On t'a eu, man. Venez me voir aussi le 7 juillet. C'était Émile Bilodeau ainsi que son band. Alors, ils seront là au festival Diapason. Gardez, restez à l'écoute. Surveillez-les sur les réseaux sociaux aussi. sûr. Alors, je suis avec le groupe Lavallois Sainte-Rose qui est avec moi en ce moment. Alors, j'ai une partie du band qui est avec moi. 3 sur 5. 3 sur 5, merveilleux. Alors, juste pour nous expliquer un peu, vous avez gagné le festival, le prix du festival Diapason, si je ne me trompe pas, en 2010, c'est ça? Oui, on a gagné le festival quand il y avait encore un volet concours. Ça fait déjà 7 ans de ça. Et vraiment, puis c'est un de nos plus beaux souvenirs là, en tant que groupe. En fait, on avait un autre nom à l'époque. On s'appelait Casino. Oh, ouais. Wow, puis 7 ans plus tard, comment vous vous sentez à être ici? Mais c'est cool, je veux dire, ça nous a vraiment beaucoup aidé à progresser. On a sorti 2 EP en tant que Casino depuis qu'on a gagné. On a changé de nom, on a eu le temps de changer de nom, maintenant on s'appelle Sainte-Rose. On a sorti 2 autres EP en tant que Sainte-Rose, donc ça roule vraiment, là, c'est fun. Wow, et après la 9e édition du festival Diapason, qu'est-ce qui va se passer avec Sainte-Rose? Ensuite, on a d'autres spectacles de prévus pour l'été et on espère un 3e EP l'an prochain. Good, ben merci beaucoup, guys, puis bon succès.
Et oui, des nouveaux partenaires béton, dont SiriusXM, qui ont été annoncés dans le cadre de la 9e édition du Festival musical indépendant Diapason. Une programmation époustouflante. Ça va être un été très, très chaud, très chargé. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Suivez-les et il va y avoir beaucoup d'autres choses à annoncer. La Croix-Rouge distribue 4 millions en aide directe aux personnes inondées. 11 jours après le lancement de sa collecte de fonds, la Croix-Rouge canadienne a annoncé que 4 millions de dollars issus du fonds dédié aux inondations printanières seraient distribués aux personnes touchées, soit plus de la moitié des dons amassés jusqu'à maintenant. Ce montant comprend 3 millions qui seront consentis à plus de 5 200 familles au Québec et 1 million qui sera octroyé à environ 1 600 familles en Ontario. Les faits saillants, les familles inscrites auprès de la Croix-Rouge et admissibles ont commencé à recevoir 600 $ par virement électronique. Cette aide financière offrira d'ailleurs un répit financier à toutes les familles dont la résidence principale a été endommagée par l'eau. Et pour avoir droit à cette aide financière, les foyers, soit les personnes habitant à la même adresse, doivent absolument s'inscrire auprès de la Croix-Rouge, sans exception. Même si de l'aide de la Croix-Rouge a été obtenue pendant les inondations, on peut donc s'inscrire en composant le 1-800-863-6582 ou en se rendant à l'adresse tout simplement croixrouge.ca. Le moyen le plus rapide d'ailleurs et efficace d'obtenir cette aide immédiate est de transmettre une adresse courriel afin que le soutien financier puisse être acheminé électroniquement. Et dans un deuxième temps, une aide au rétablissement sera accordée en fonction des besoins spécifiques des familles les plus durement touchées par les inondations. Depuis le début des inondations, la Croix-Rouge et ses bénévoles procurent d'ailleurs une aide d'urgence aux personnes inondées ou tout simplement, bien sûr, évacuées afin de combler donc leurs besoins essentiels. Nous savons d'expérience, entre autres acquises à la suite de catastrophes comme les inondations en Montérégie ou la tragédie de lac Mégantic, que des besoins continueront d'émerger au fil du temps et qu'il est important que la Croix-Rouge demeure présente auprès de la population sinistrée, rappelle Pascal Mathieu, lui qui est vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec. Violent et armé, c'est un incident qui a fait beaucoup jaser. La police de Laval qui recherche d'ailleurs toujours le suspect du meurtre au Mumba et sollicite l'aide de la population pour localiser un homme suspecté d'être l'auteur d'un meurtre survenu le 18 mai dernier. On vous en a parlé d'ailleurs dans un récent bulletin. Le suspect Mohamed Akraf Matoug est âgé de 26 ans. Il mesure 1,80 m, soit 5 pieds 11 pouces. Et pèse 200 livres. Il est recherché relativement à une bagarre qui a éclaté le 18 mai à l'intérieur du bar Le Mumba, au cours de laquelle il aurait poignardé la victime avec une arme blanche. Le décès de la victime a été constaté à l'hôpital et dans un communiqué, les policiers demandent aux personnes qui apercevraient cet homme de communiquer immédiatement avec le 911. Il est considéré comme violent et armé. Chute d'un muret, un père ne croit pas à la mort accidentelle de son fils. Un père de famille lavallois, endeuillé par la mort de son fils de 22 ans, déplore n'avoir toujours pas eu accès à la scène du décès ainsi qu'à la dépouille une semaine après la tragédie. Rencontré chez lui, le père de famille, qui préfère que son nom ne soit pas médiatisé, a indiqué avec tristesse que c'est seulement 1 heure avant les funérailles qu'il a pu avoir accès à la dépouille de son garçon, Johan Delcide, décédé jeudi le 18 mai dans le secteur Laval-des-Rapides. Un quartier, selon la famille, que le jeune homme amoureux de la musique et de la danse n'avait pas l'habitude de fréquenter, ce qui soulève des interrogations chez le père qui émet des doutes face à la conclusion de l'enquête de la police de Laval qui parle de mort accidentelle. Johan Delcide aurait chuté du haut d'un muret adjacent à une entrée de cour en pente. La chute est survenue en pleine nuit. Or, son corps a été retrouvé par la propriétaire de la résidence quelques heures après la chute. Boulevard de la Concorde, un édifice commercial est la proie des flammes. Un petit immeuble commercial du boulevard de la Concorde-Est a été la proie des flammes le 22 mai. Et l'incendie donc a débuté vers 8h35 dans un plafond du rez-de-chaussée, dans le plafond du rez-de-chaussée, avant de se propager à l'étage et au toit, a dit Jean-Sébastien Roch, chef aux opérations au service de sécurité incendie de Laval. Personne, heureusement, ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment qui abrite un centre de physiothérapie et quelques autres commerces à l'angle de la rue Jubinville. Une trentaine de pompiers ont combattu le brasier qui a été maîtrisé vers 11h30. Stéphanie Léveillé-Denis, qui est avec moi cette semaine. Je sais pas, je voulais le dire, je sais pas, l'attitude de rockstar. Je me sens relâché cette semaine. Stephanie has entered the building. Yes! Je suis bien content d'ailleurs de te savoir là. Moi aussi. Tu étais à la fin de semaine dernière, on peut dire, tu as passé le week-end au salon Amimo
Une partie du week-end, effectivement. Au Cosmodome, c'était dans le stationnement, précisons-le. C'était la première édition. On a eu des gens qui sont venus nous en parler, d'ailleurs, ici à TV Laval. Et comment ça s'est passé? Bilan que tu peux nous dresser après ce week-end? Bilan du beau temps. Ça, c'était vraiment c'était sûrement bien J'ai accueilli. quelques coups de soleil qui le prouvent, d'ailleurs. On voit? Oui, on voit, c'est ça. On va cacher un petit peu. Donc, oui, très beau bilan. Très belle première édition. La température était au rendez-vous tout le week-end. Donc là, les familles, vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps à l'intérieur d'un... C'est pas qu'on perd notre temps, mais des fois, on est à l'intérieur. C'est comme on aimerait profiter plus du soleil et du beau temps. Là, il y avait des chapiteaux où est-ce qu'il y avait des exposants. Ensuite, sans exposants, il y avait aussi des trucs à l'intérieur du Cosmodome qui étaient complètement gratuits. Des conférences sur l'élevage des chats, des chiens, comment dealer avec certains problèmes de personnalité. Nutrition, je pense qu'il y avait... Nutrition, des trucs comme ça. Il y avait aussi des exposants qui faisaient des expériences d'agilité. OK, démonstration d'agilité, voilà. Puis justement, est-ce que tu as pu tenter le pouls également des gens, c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont rendus sur place, une bonne foule aussi sur place? Une bonne foule, sans blague, tout le long, il y avait vraiment beaucoup de monde autour de nous. Toutes les estrades étaient pleines. Il y avait vraiment une belle atmosphère familiale, des gens de tous les âges, aussi beaucoup de... Je trouvais ça très mignon, des grands-parents avec leurs petits-enfants ou petits-enfants. C'était très cute, là. Beaucoup de gens qui se promenaient avec leurs animaux de compagnie aussi, là. Bien, c'est très rassembleur, hein? Ce sont des... Puis il y avait toutes sortes de... Je pense qu'il y avait quoi? Parce que je t'ai vu là, sur Facebook. D'ailleurs, on peut revoir ton live que tu as fait... Oui, sur Télé Laval. Sur TV Laval, sur la page Facebook, d'ailleurs, pour un peu revivre ce qu'on jase actuellement. Mais je pense que je t'ai vu avec des perroquets, ça se peut-tu? C'était pas un perroquet, c'était une buse. OK, c'est une buse, OK. Une buse qui est dans la famille des aigles, vautours et il y avait toutes sortes de races, toutes sortes d'espèces d'animaux. Oui, j'ai pu voir un bébé crocodile tout petit, des serpents, des geckos. Je suis pas très lézard, mais ça m'a familiarisé avec le monde des reptiles. Ouais. Donc, à ce niveau-là, beaucoup de trucs pour toute la famille. Il y avait des araignées, des tarentules, des affaires de même. Ça, j'en ai pas vu. Je vais te dire que je me suis arrangé de pas les voir. T'éloigner un peu. Écoute, je suis un petit peu arachnophobe, surtout quand ils sont grosses comme ça, puis ils peuvent te manger la tête. Chicken. Non, mais en tout cas, bref, tu as passé un beau moment, puis les organisateurs étaient très contents. Puis j'ai l'impression que ça reviendra. Ça devrait revenir l'année prochaine. Puis, c'est ça, il y avait beaucoup de bouffe, food truck, activités pour la famille, maquillage. Il y avait même un parc d'attractions mobile pas très loin. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. De tout pour tous. Tu veux nous parler aussi de deux activités. Justement, là, on se rapproche de plus en plus de la fin de l'année. Puis, tu sais, parfois, c'est ce genre d'activité-là qui peut, une mauvaise journée, tu sais, une petite journée grisâtre, on avait pensé aller à l'extérieur, puis on veut quand même bouger. Puis le Maeva Surf, ça peut s'avérer une belle option pour la famille, pour les gens qui nous écoutent actuellement. Tout à fait. Ici à Laval. Maeva Surf, c'est ici à Laval, au 2005 boulevard Daniel Johnson. Tu en as fait l'expérience, J'en ai fait l'expérience. On va dire aux gens qu'est-ce que c'est que le Maeva Surf, premièrement. C'est du surf intérieur. Il y a une boutique, il y a un bar, bistrot, resto. Donc, il y a des forfaits qu'on fait. Donc, on s'initie au surf via la technologie Flow Pro, donc qui est une vague. Une vague sans fin, là, dans une piscine spéciale. Comme une piscine à vague, mettons, en guillemets, mais là, version, évidemment, pour faire du surf. Donc, on peut rester en équilibre. Donc, il y a vraiment des... C'est tough. C'est dur de rester en équilibre. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Bien, je te dirais, c'est sûr que, bon, les 2-3 premières fois là, que tu embarques sur la planche, c'est sûr que j'ai un bon équilibre de façon naturelle. J'étais un bon patineur, au hockey, j'étais un bon, en général, là, aussi en ski, tout ça. Mais quand même, j'avais jamais fait vraiment de surf à grand déploiement, c'est-à-dire avec des vagues, avec quelque chose qui t'amène l'adrénaline. Alors, ce que j'aimais, c'est vraiment ça, c'est l'adrénaline, c'est le petit edge là, que tu as quand tu veux rester justement sur ta planche. C'est sûr que ça m'a pris quelques essais avant de... Je sois bien honnête, là, j'ai pris ma tasse d'eau et puis pas à peu près. Là. C'est parce que dans le fond, tu voulais tester les talents de la lifeguard qui était très c'est ça. Tu voulais jouer à Baywatch. Si je voulais faire Baywatch, d'ailleurs, c'est revenu récemment. Je voulais recréer le moment peut-être lent là, quand on voit David Pamela Hasselhoff Anderson au ralenti, c'est toi, ça?
En chess. chess. Mais tu sais, c'est sûr que... non, mais tu sais, trêve de plaisanterie, j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que c'est cool aussi, on a une date, tu sais, je parlais de famille, mais on peut y aller en couple, un date aussi. Tout le monde qui est habilité de ses membres peut y aller. Les enfants, à partir de, je pense, c'est 7 ou 8 ans, ils ont le droit d'entrer. Il y a des forfaits première expérience, semi-privés, donc 6 participants. Si tu veux pas avoir l'air... si tu veux, si t'as... Comment je dirais ça? Si le fait que ça te dérange pas d'avoir l'air fou devant des gens, mais il y a des gens qui aiment mieux ne pas être devant. Il aime mieux faire ça semi-privé avec leur petit groupe d'amis, il y a moyen de s'arranger. Exactement, c'est ça. C'est quand même assez abordable là, parce que le forfait première expérience, c'est 50 $. Donc, c'est vraiment, on essaie, c'est vraiment faire ses premières armes. Puis après ça, il y a des forfaits surf and snack, des forfaits débutants avec le lunch et bistrot. Donc, très intéressant. Et tu parles aussi de Sky Venture Laval. Devenu un incontournable. C'est devenu un incontournable. Pour vrai, là, puis je ne l'ai pas encore fait. Là. Mais tu as déjà fait du parachute. J'ai fait du parachute, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme le sentiment de faire du parachute, moins le face à la mort qui vient avec. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu plus relax. Par contre, moi, j'avais vu ça pour la première fois quand j'étais enfant dans un épisode de Miami Vice. Les Poffins, il y avait un centre, puis c'était comme un gros silo avec un ventilateur, puis les gens volent dedans. Ça m'a marqué, pour que j'en parle très longtemps plus tard. Mais moi, ce que j'aime, c'est je souris parce que les faces gonflées. Ouais, puis tu te rends sur le site, puis tu vois des jeunes enfants qui ont des faces qui sont gonflées. Ouais, ça me fait rire à chaque fois. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme faire du parachute. En fait, ils appellent ça du body flight. Donc, c'est vraiment les mouvements du corps qui vont contrôler notre équilibre aérien. Il y a des forfaits, évidemment, d'intro de 2 envolées. Les enfants de 4 ans et plus peuvent venir essayer. Donc, c'est vraiment une activité surprenamment pour toute la famille, mais avec de l'adrénaline. Là. Si vous avez un fou à lâcher, je pense. Hein? J'ai vu des vidéos de ça. C'est quand même, je pense, c'est pas loin de 30 pieds de hauteur qu'on peut aller. Donc, ça, c'est en contrôlant, encore une fois, la forme de son corps qui va permettre de monter, descendre. C'est pas tellement... Je sais que la durée là, qu'on est pas en apesanteur. C'est pas de la pesanteur parce que c'est maintenu par de l'air, un coussin d'air. C'est ça, mais en tout cas, qu'on flotte, si tu veux, qu'on plane dans les airs. Je sais que c'est quelques minutes parce que, tu sais, quand environ 2 minutes, 1 à 2 minutes. Parce que quand tu descends en parachute, là, en chute libre, c'est 1 minute là, ou 2 dans le maximum. Exact. Alors, vous n'êtes pas là pendant 15 minutes, là. N'ayez crainte, là. Mais quand même, n'ayez crainte. C'est quand même le fun si, exemple, on a déjà fait du parachute, on voudrait faire son premier saut sans accompagnateur. C'est peut-être intéressant d'aller faire ça pour se pratiquer, pour trouver des mouvements, pour être un petit peu plus à l'aise, pour avoir un meilleur contrôle. Moi, ça me tente, surtout que ma mère va avoir 60 ans bientôt. Puis elle veut l'essayer. Elle veut pas faire de saut en parachute, mais elle veut faire ça. Fait que je me promets de l'essayer. J'ai hâte de voir la différence entre en chute libre puis ça, justement. C'est abordable en plus. Puis pour ceux qui veulent pousser la chose plus loin, il y a l'Académie de Body Flight. C'est des techniques avancées vraiment pour commencer à faire des culbutes d'acrobatie. Et à la fin de ce training-là, il y a le coaching Devient Pro, que là, c'est du coaching privé pour vraiment faire de l'acrobatie, devenir un expert là-dedans pour faire vraiment des vols planés très contrôlés avec des acrobaties impressionnantes. Y a-t-il un forfait pour aller le faire avec Guillaume Lévy-Vierge? Non, lui, il travaille pour une autre compagnie. Lui, c'est du parachute qu'il fait. Puis je pense pas qu'il donne des cours de parachute. Là. Il est occupé avec d'autres trucs. Avec d'autres trucs. En tout cas, c'est à surveiller. Merci beaucoup de nous en parler. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye. La directrice générale d'Au Jardin de la famille de Fabreville, lauréate du Grand Prix lors du concours entrepreneurial Savoir à faire. Ève Lacourcière, directrice générale de l'AJFF, a participé à titre d'étudiante à la maîtrise en gestion de projet à un concours entrepreneurial d'une durée de 6 jours, Savoir à faire Montréal, ville intelligente. Les 8 équipes composées de 6 étudiants, un preneur de notes de l'ETS et de 2 personnes d'affaires se sont affrontées en proposant chacun 4 projets distinctifs: technologie financière, transport et mobilité, gestion de l'eau et tourisme, donc, et culture. Les projets furent analysés notamment pour leur faisabilité technique et commerciale, leur qualité innovante et leur impact économique. L'équipe de Mme Lacourcière et son équipe ont remporté donc le Grand Prix de cette compétition de haut calibre, notamment pour le respect des thématiques et contraintes et pour la constance dans la qualité des produits proposés. Savoir à faire est une démarche innovante composée par l'Université du Québec qui fait appel au savoir et à la créativité de 48 étudiants de cycle supérieur, des gens d'affaires et des intervenants économiques pour développer de nouvelles occasions d'affaires axées sur la diversification économique et surtout
la dynamisation régionale, ici on le sait, qui est quand même très vibrante à Laval. Troisième édition de la dictée pour les adultes en francisation au Collège Montmorency avait lieu la troisième édition de la dictaphone, dictée pour les adultes en francisation. Organisée par les bibliothèques de Laval en collaboration avec Banque nationale, les productions Le Petit Monde et les 8 institutions lavalloises en francisation. L'événement rassembleur et festif qui vise à souligner les efforts déployés par les nouveaux arrivants dans leur apprentissage du français. Plus de 200 personnes ont participé à l'événement, étudiants adultes en francisation accompagnés de leurs parents et amis donc ont répondu à l'appel. Et lors de la cérémonie de clôture, il y a Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin, et Pierre Tison, directeur de la formation continue et des services aux entreprises du Collège Montmorency, qui ont remis les différents prix offerts par les bibliothèques de Laval, ainsi que des diplômes signés par le maire Marc Demers aux 9 lauréats dans les catégories débutantes, intermédiaires et avancées. Rappelons que le processus de francisation permet aux nouveaux arrivants d'acquérir non seulement de solides bases en français parlé, écrit et lu, mais également de se familiariser avec, évidemment, la culture de leur société d'accueil et d'établir des liens dans la communauté lavalloise. Le 24 juin, c'est définitivement à Laval que ça se passe. La ville qui a dévoilé la programmation de sa fête nationale et pour une troisième année consécutive, le Centre de la nature de Laval sera l'hôte d'une fête nationale festive, audacieuse, qui réunit d'ailleurs sur une même scène les piliers des révélations de la musique québécoise. Vraiment, c'est, je dirais, le plus bel endroit pour fêter la fête nationale, sans flagornerie. Le grand spectacle de la fête nationale à Laval, qui sera présenté gratuitement dès 21h, sera haut en couleurs, en souvenirs et en découvertes musicales, grâce aux 15 artistes qui seront accompagnés d'une centaine de choristes des petits chanteurs de Laval. En vrac, Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Clémence Desrochers, Philippe Braque, Marie-Pierre Arthur, Alaclaire Ensemble, Matt Olubowski, Marie-Carmen, Alex Gaudreau et Nanette Workman offriront chansons et collaborations audacieuses proposées et mises en scène par Émilie Laforêt sous la direction du génial, d'ailleurs, Alex McMahon et de ses musiciens. Un clin d'œil hommage au grand groupe ayant marqué le Québec teintera aussi ce concert unique. La musique trad sera également à l'honneur avec le groupe Musique à Bouche qui va réchauffer la foule d'ailleurs sur la grande scène avant 21h. De plus, Marc Bellan se joindra à Émilie Monet et Elkana Tabi, alias Queen K, pour la lecture d'un texte patriotique écrit et récité par ces deux jeunes femmes inspirantes. À découvrir les traditionnels feux d'artifice concluront la fête sur la musique électrisante du groupe Valère. Notons que plusieurs camions de cuisine de rue seront présents sur le site dès 18h et en journée, une foule d'activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature. Le tout débute à 9h avec 3 tours cyclistes. À 11h, une cérémonie protocolaire permettra de rendre hommage au magnifique drapeau du Québec. À compter de midi, un spectacle d'orchestre et de chœur sera offert sur la scène principale et un spectacle folklorique se tiendra sur la scène du Village des Arts. Animation, clown, maquillage, atelier de cirque, jeux gonflables et chapiteaux sur l'histoire et la géographie de Laval et du Québec vont compléter la programmation de la journée. Et pour tous les détails, d'ailleurs, rendez-vous sur le site Internet de l'organisme Fête nationale des Québécois à Laval, www.fnqlaval.québec. Et à noter aussi, en terminant, que c'est Michel Rivard qui est le porte-parole national de cette prochaine Fête nationale 2017. Nous sommes aujourd'hui à Laval, venus rencontrer Sœur Angèle pour le lancement de son nouveau livre. Nous sommes aujourd'hui avec Sœur Angèle au marché Adonis pour une séance signature d'autographe. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Donc, nouveau livre coécrit avec Rosette Pipard. Merci, maman. On oublie toujours à remercier nos mamans de tout ce qu'ils nous donnent. C'est elles qui nous ont donné la première bouchée. C'est la maman qui nous a pris la première près d'elle. Puis c'est elle qui nous a portés pendant 1 mois. Et on oublie tout ça. Et même plus, des fois, ça dépend. Alors là, je me dis, maman un jour, maman toujours. Et j'ai pensé, maman, elle avait 96 ans. Et puis, elle me disait toujours, tu sais, autrefois, on mangeait ci, on mangeait ça. Et elle a continué. Et moi, j'ai été chanceuse parce qu'elle m'a transmis tout ce que c'est qu'on pouvait trouver, qu'est-ce que la nature nous offrait. Et ça, c'est la plus belle chose, c'est la nature. C'est qu'elle semait, maman, c'était une semeuse. Mais pas rien que de joie. Elle semait le blé partout dans les champs. Elle suivait les tracteurs.
Et puis, c'était une femme qui avait beaucoup de vie, beaucoup de foi. Et elle disait toujours, quand on n'avait rien à manger, une fois, c'est tout ce qu'elle nous a fait, on avait un pain, puis on était à 9. Alors, elle a pris le pain, elle a dit, passez-les tout le monde, puis humez, sentez-les, humez-les. Puis elle dit, il paraît que quand on sent, on se nourrit. On goûte. Puis, vous avez grandi en Italie. Jusqu'à 16 ans. Oui. Donc, parlez-nous un petit peu de votre jeunesse en Italie. Vous en parlez dans votre livre, vous parlez de la région d'Italie où vous venez. Racontez-nous un petit peu là, les derrière la scène de Sœur Angèle. Derrière la scène de Sœur Angèle, à l'âge de 12 ans, j'ai travaillé dans un restaurant. Et puis, tu comprends bien que je faisais dans le jour, je faisais dans le jour. C'est normal. C'est normal, il faut penser qu'on est dans le public. Hein? Et les autres, ils ne connaissent pas ça, pas en tout. Qu'est-ce que c'est les affaires? Alors, nous autres, on ne se sort pas. Alors, quand j'étais jeune, maman, elle nous disait toujours, moi, je voyais, ce qui m'avait... Je vais te dire que je commence... Moi, je suis née, on va le dire, le 38, et 39, la guerre, les Allemands étaient dans la cuisine. Alors, là, ce bruit de ces hommes, c'était, on n'entendait rien que des bombes, des avions, et puis à noirceur, jamais la clarté dans la maison, jamais de musique, jamais rien. Et puis, on entend la sirène, sauvez-vous si vous ne voulez pas y passer. Jusqu'en 1950, ça veut dire que j'ai passé ma jeunesse avec ça. Et quand, 1950, la première fois, j'entends les cloches sonner. Première fois de ma vie. Et pendant la guerre, on faisait notre première communion, c'était toujours dans le silence. Et en chemin faisant, les Allemands, dans l'après-midi, ils ont fait un bombardement sous la rue où j'étais. Les arbres, que c'était des platanes tout séparés, que c'est dur, c'est le bois le plus dur, ils ont séparé ça en morceaux et des trous, des jeeps à travers l'asphalte. Et mon cousin, Nico, qui est à côté de moi, lui, il a été tué. Et moi, c'est le poteau d'électricité qui m'a sauvée. Je me suis tenue après le poteau. Sinon, ça serait pas là. Mais la vie, quand on n'est pas destiné à partir, c'est ta vie qui est là. Et j'ai dit toujours, lui disait toujours, moi, je vais faire un prêtre. Mais j'ai dit, garde. Le message était là. Était là. Wow. Et j'ai dit, bon, moi, j'ai dit, je vais faire une sœur, mais je ne pensais jamais venir de la faire au Québec. Qu'est-ce qui vous a amené au Québec? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit Canada? Ma soeur était à Laval et puis elle attendait le 4e enfant. Et c'est comme ça qu'elle voulait que je vienne l'aider. Et puis je suis venue, mais je suis restée. Vous êtes vraiment un brin de femme à découvrir, Sœur Angèle. C'est vraiment fou. Je suis tellement contente de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à vous aussi. Merci. Ça fait plus que plaisir. Et puis, on rappelle, le livre est en vente chez tous les bons libraires. Des bons libraires. Et là, vous allez voyager, vous allez vous soigner, vous allez, en plus de ça, découvrir les artistes. Les artistes, Garacciotto ici, là, des choses à Venise, de ça. C'est des années 1400. Et puis, c'est propre, c'est beau. Il faut se mettre un masque quand tu rentres parce qu'il... non. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors, voilà, tu vois les vignes partout. Alors, l'Italie, où il y a un brin de terre, il y a un brin de vie. Merci beaucoup, Sœur Angèle. C'était un pur bonheur de vous rencontrer aujourd'hui. Et puis, vous, votre travail, qu'est-ce que ça a été au-delà de votre travail de co-écrivaine, d'éditrice? Décrivez-nous un petit peu le cheminement pour se rendre à ce beau produit qu'on a aujourd'hui. Bien, en fait, c'est très simple. Ça faisait plusieurs années qu'on pensait à rendre un petit peu hommage à sa maman, qui lui a légué quand même tout un héritage, une philosophie de vie aussi, et surtout parce qu'on se demande toujours d'où vient la graine. Parce que c'est un être tellement incroyable, Sœur Angèle. Moi, j'ai voulu comprendre d'où elle venait, qu'est-ce qui l'avait nourrie, et puis en faisant un petit peu le tour des anecdotes de son enfance, on voit à quel point elle a été inspirée par sa mère, qui lui a transmis toutes sortes d'anecdotes. D'ailleurs, on le retrouve dans le livre ici. La débrouillardise, la foi en la providence, c'était quand même le temps de la guerre. Et donc, ce sont les valeurs familiales importantes qui ont vraiment tissé son enfance et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et on a essayé de mettre ça en valeur, ça
sans que ce soit trop compliqué. Donc, la première partie du livre, ce sont des anecdotes liées à l'alimentation. Parfois très drôles. D'ailleurs, je vous dévoile, elle a fait un punch pour les religieuses à un moment donné avec de l'alcool. Puis, en tout cas, ça chantait dans cette soirée-là. Sœur Angèle, c'est une femme qui est hors du commun, complètement hors du commun. Elle a réussi à mener une double, même une triple vie en étant religieuse, en dérangeant tout le monde, mais en gardant son authenticité. C'est ce qui est admirable chez elle. Le nouveau livre « Merci Maman » de Sœur Angèle et Rosette Pipard, disponible chez tous les bons libraires. C'était Stéphanie Léveillé-Denis, TV Laval. Baseball junior, départ laborieux pour les Pirates. Les Pirates de Laval qui connaissent un début de saison difficile au sein de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ils ont amorcé leur saison à la maison en fin de semaine dernière et la troupe de Daniel Brodeur n'a pu faire plaisir à ses partisans. Finalement, en essuyant 3 revers, ils ont baissé pavillon 4-0 face au Hall volant de Gatineau le 27 mai. Puis le lendemain, les hommes de Brodeur ont perdu le programme double par des pointages de 6-2 et 8-0 contre les Guerriers de Granby. David Gauthier a fait mal aux locaux, d'ailleurs en frappant 2 circuits, un dans chaque match. Les 2 défaites au Monticule pour Laval vont à l'affiche de Charles Lafleur et de Miguel Cienfuegos. Et les Pirates, donc si les Pirates en fait avaient remporté leur premier duel de la campagne, ils montrent une fiche peu enviable de 2 gains et 7 défaites déjà en 9 sorties. Restons d'ailleurs dans le baseball. Le lancement officiel de la saison de baseball mineur 2017 qui a été effectué le 20 mai au Centre de la Nature, tout juste avant le match de la division Moustique B. Au total, c'est plus de 800 parties joutes de baseball impliquant les équipes des classes A et B qui se joueront sur les terrains au cours de la prochaine campagne, et c'est sans parler des formations en classe 2A et au niveau majeur. Le nombre d'inscriptions, d'ailleurs, très bonne nouvelle, a augmenté de plus de 10 % par rapport à l'an dernier. Ainsi, plus de 900 joueurs foulent les terrains cette année. C'est la 2e saison consécutive que les inscriptions augmentent de 10 %, souligne le vice-président aux communications de Baseball Laval, Paul Martineau. Il est évident que les associations font un très bon travail de recrutement et que le baseball gagne en popularité. La cérémonie protocolaire s'est déroulée d'ailleurs en présence des présidents de toutes les associations, que ce soit Delta, Laval-Nord, Laval-Est, Vimont-Auteuil et les associés, ainsi que plusieurs membres de Baseball Laval. Lauréat, Sport Laval qui remet 45 000 $ en bourse. La 9e édition du Gala Sport Laval, placée sous la présidence d'honneur de Jean-François Ménard, consultant en préparation mentale, a permis d'honorer une 60aine de personnes le 26 mai à la salle Embassy Plaza. Cette soirée de reconnaissance pour le milieu sportif lavallois visait à honorer les accomplissements des athlètes, entraîneurs, bénévoles, officiels et organismes sportifs. La somme de 45 000 $ ramassée via l'opération Nez Rouge, Laval, Basse-Laurentide, a été distribuée dans 11 catégories distinctes. Florence Laroche, athlète émérite en soccer, a remporté l'honneur de l'athlète de niveau international de l'année. Rappelons qu'on ne peut recevoir qu'une seule fois cette bourse et le président d'honneur de la soirée, Jean-François Ménard, avait un message pour les athlètes. Vous avez des rêves et je vous encourage à rêver grand. Toutefois, il faut accepter que les rêves ne se réalisent pas toujours. Le Panthéon maintenant, le Panthéon Sport Laval qui a ouvert toutes grandes les portes de son temple de la renommée le 26 mai aux bâtisseurs Denis Baillarger et Pierre Marchand lors de son 9e gala. Monsieur Baillarger s'est impliqué durant plus de 40 ans dans le monde du hockey et du baseball, autant sur la scène régionale que provinciale. Et malgré la maladie, il occupe toujours le poste de président de la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. On dit de son dynamisme et de son leadership qui font de lui une personne dédiée, très respectée dans 2 des principales ligues sportives provinciales de la Ligue de baseball junior élite du Québec et la Ligue de hockey Midget 3A. C'est ce qu'a dit le célèbre d'ailleurs Roger Brulotte. Le défi mondial de hockey des moins de 17 ans et le programme de dopage au hockey Midget 3A, ainsi que les 10 titres des équipes de baseball junior au niveau national figurent parmi les plus beaux moments et grandes réalisations de Denis Baillarger. Il a également œuvré durant quelques années à la cause du soccer avec Pierre Marchand. Ça tombe bien que je sois honoré en même temps que mon ami Pierre, révèle-t-il, la gorge nouée. Et quant à lui, Pierre Marchand s'est impliqué durant plus de 35 ans dans le soccer. Il est toujours administrateur à la Fédération québécoise de soccer. Son expérience et sa notoriété l'ont amené à relever des défis de taille comme la construction du complexe sportif Bois de Boulogne. C'est un grand honneur d'être élu au Temple de Sport Laval, a stipulé M. Marchand. La croissance du soccer avec plus de 12 000 joueurs maintenant, la construction de terrains synthétiques et le soccer féminin font partie de ses meilleurs coups. Depuis 2012, la Ville de Laval reconnaît sa persévérance et sa détermination en créant le prix Pierre Marchand, remis lors du mérite sportif lavallois. Alors, un très bel honneur justement en ce sens pour 2 grands bâtisseurs.
Est-ce que c'est un film qui va créer la dependance? Oh, poutou, jeu de mots que je voulais me permettre absolument en présentant très louche les années 90 de mon oncle. Nicolas Vincent Poirier, quel âge de mon oncle d'ailleurs. Salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? T'es là pour nous parler évidemment du Pirate des Caraïbes, volet 5 de la franchise. Tu l'as vu, je l'ai vu. Ouais, et j'ai hâte de savoir comment tu vas me le présenter. Je pense que on l'a tous les deux, je pense, mieux aimé que le dernier, là, avec la Fontaine de Jouvence. Ouais. C'est une amélioration, mais c'est un mini reboot. Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Est-ce que c'est pas... D'ailleurs, ça aurait pu être pratiquement le premier volet. D'ailleurs, on salue Amy, notre fameuse, encore une fois cette semaine, mascotte. Donc, est-ce que ça aurait pas pu être le premier de toute la franchise, je trouve, ce film-là, pratiquement? Ça aurait été difficile parce que quand le premier a commencé, regarde, on retourne en 95. OK? En 95, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Cutthroat Island. Et ça a été un des pires flops de tous les temps. Et justement, c'est un film de pirate. Le film a perdu 140 millions en 95. Plusieurs années après, en 2003, Disney prend une chance énorme avec Pirates des Caraïbes, avec un budget d'à peu près 130-140 millions. Et bon, le film, c'est un succès. Depuis ce temps-là, la franchise a coûté, les 4 premiers a coûté 915 millions et a rapporté 3,7 milliards. Oui. À travers le monde. Puis bon, évidemment, il y en a eu 2 là-dedans qui ont dépassé le $1 milliard au box-office, et 2 autres non. Et là, maintenant, ce qui s'est passé depuis... En 2013, le film Lone Ranger est sorti avec Johnny Depp. Disney le produit aussi. Ouais. C'est un échec. Mais depuis ce temps-là, Johnny Depp n'arrête pas de faire quand même pas mal d'échecs. Il fait énormément jaser aussi pour ses actions personnelles, ses relations tendues avec son ex, Amber Heard aussi. Oui, mais là, avec tout ça, ce qui se passe, c'est que Disney n'a plus vraiment confiance en Johnny Depp. Donc, c'est quoi la solution? Bien, pourquoi pas faire un mini reboot? Pas tout recommencer à zéro, mais... On introduit des nouveaux personnages. Reprendre les ingrédients qui ont fait le succès, mais en greffer d'autres pour espérer que le gâteau lève de nouveau et que ce soit toujours à peu près dans la même tangente pour pas trop déstabiliser ceux qui sont les premiers initiés. Puis, en quelque sorte, je pense que justement, on sentait un essoufflement après le 4e volet. Et je pense qu'avec cette formule-là, ce soft reboot, on va le dire comme ça dans la langue d'espagnol, il y a, je trouve, un renouveau, un second souffle. Puis ça m'inspire peut-être, parce que là, on dit que c'est le dernier, mais on s'entend que c'est pas vrai. Ce ne sera pas le dernier. C'est un mensonge. C'est tout à fait un mensonge calculé, évidemment. Mais je pense que ça crée un engouement nouveau pour le film. Je ne sais pas ce que tu en dis. Oui, je pense que oui, mais bon, tu sais, la semaine prochaine, il y a Wonder Woman qui sort aussi, puis tu l'as dit tantôt, je pense que c'était avant que les caméras s'ouvrent. Tu as dit que c'était un petit peu décevant, le box-office en Amérique du Nord, avec 77 millions. Tu sais, c'est vrai. Avec la semaine prochaine, avec Wonder Woman, est-ce que le film va descendre au numéro 2? Si oui, ils ont des sérieuses questions à se poser, parce que ces films-là, ça coûte des 250 millions à faire. C'est énormément d'argent. Même si le film-là, dans sa première fin de semaine à travers le monde, puis c'est à travers le monde qui est, je pense, plus important qu'en Amérique du Nord, le film a fait quelque chose comme 280 millions à travers le monde. Gros compétiteur la semaine prochaine avec Wonder Woman. Et précisons quand même que La Vengeance de Salazar, c'est ce qu'on parle, le volet 5, version française, qui, pour moi, a des scènes d'action qui sont inventives. Javier Bardem, qui est le méchant, justement. Il est excellent. Il est excellent. Meilleur comment il s'appelle, celui qui faisait le méchant dans le 4e? J'ai un blanc des moi aussi, là, on sait de qui on parle. On sait de qui on parle. Il y a Paul McCartney aussi qui est dans le film. J'aime beaucoup la maîtrise du scénario. Vraiment, ça nous accroche. Puis toujours ces effets visuels, la direction photo. C'est sublime. Mais tu sais, quand tu parles du scénario, ça a pris plusieurs années avant d'arriver à ce scénario-là. Puis on s'entend, c'est pas un scénario qui va gagner un Oscar. Ouais. Mais par contre, c'est une formule très précise. Et le personnage de Jack Sparrow est inspiré, entre autres, c'est toute la comédie physique de l'acteur américain Buster Keaton. Ouais. Et ça, justement, ça fait partie de la formule. Il faut la respecter. Donc, on ne veut pas recréer un truc qui va gagner des Oscars. On veut juste recréer la même formule, mais en inventer un peu plus. C'est ça, exactement. Et là-dessus, c'est
c'est parfait pour ce que c'est. Puis d'ailleurs, je veux aussi, parce que je me suis pris bien des notes, fait que là, je regarde plus mes notes cette semaine, là, mais je voulais aussi qu'on mentionne les jeunes acteurs. Les jeunes acteurs qui, je les ai ici, là, les jeunes acteurs qui viennent justement agrémenter le film, qui viennent, quand on parlait de renouveau, de second souffle, Brenton Thwaites et Kaya Scodelario, qui, je trouve, sont excellents aussi. Elle a joué dans une autre franchise dont je ne me rappelle plus du nom. Donc, ces deux jeunes-là, je pense qu'ils vont prendre la relève. Pas de Jack Sparrow, parce que ça va être quelque chose d'autre. Trouver un remplaçant à Johnny Depp. C'est presque impossible parce que ça a été basé, le fondement de cette franchise-là est basé autour de Jack Sparrow, autour de Johnny Depp. Oui, et à un tel point que, tu sais, le film, c'est à peu près 250 millions que le film a coûté officiellement, mais semblerait-il qu'il a dépassé de pas loin d'une centaine de millions à cause de plusieurs choses. Johnny Depp, bon, il s'est blessé pendant le tournage. Donc, j'étais en Australie, il est retourné aux États-Unis se faire soigner. Et bon, il était avec son divorce aussi, le divorce. C'est sûr que sur le plan moral, d'être présent 100% de façon aussi mentale sur le plateau, ça devait être quand même difficile certains jours, là. Mais tu sais, il arrivait toujours en retard et les studios ont engagé quelqu'un et sa job à lui, c'était d'être devant la maison de Johnny Depp le matin et de les appeler quand il y avait de la lumière. C'est beau, il est réveillé. Ouais. Et aussi, n'oublions pas le fait que je voulais pas non plus passer outre Joachim Ronig et Espen Sandberg qui sont les nouveaux réalisateurs. C'est plus le même tandem de Verbinski et de Rob Marshall qui avait été dans les précédents. Alors, un nouveau tandem de réalisateurs. Je trouve que ça amène du rythme nouveau. Puis, on sait que c'est beaucoup sur le rythme que ça se fait, ce genre de film-là, de succès-là, surtout quand c'est question de blockbuster. Mais justement, et puis, ça se ressent, je trouve, à l'écran, je trouve. Oui, tout à fait, mais même que eux, c'est un duo norvégien et eux, ils ont été pris à cause de leur film Kon-Tiki, qui ont fait un film qui a coûté à peu près une dizaine de millions de dollars. Et une des raisons pourquoi ils ont été choisis à cause de ce film-là, oui, mais le fait qu'ils sont capables de travailler avec des petits budgets et de faire des miracles. Et ça se voit justement là-dedans parce que remplacer Gore Verbinski, qui a fait les 3 premiers, c'est quelque chose d'assez difficile, mais jusqu'à date, ils font quand même belle figure, quand même, je trouve. Puis, tu sais, de diriger les acteurs, ils étaient habitués, les acteurs comme Depp, d'avoir justement Verbinski et Marshall. Donc, d'insuffler une nouvelle ambiance, des fois, c'est difficile quand même. Et puis, c'est ma foi, je pense, réussi. Donc, scène d'action, scène aussi d'exposition, je trouve que c'est excellent. Je pense qu'on n'a qu'à aller courir au cinéma pour le voir. Oui, mais ceux qui n'ont pas aimé ça, les autres, évidemment, c'est pas pour vous, on se casse pas la tête. Exactement, mais c'est un film à voir. On est d'accord cette semaine? On est d'accord. High five! Salut! Bien, c'est ce qui complète presque cette édition du TV Laval Nouvelle. Peut-être davantage difficile de concentrer nos jeunes aux derniers examens, à les motiver avec ce beau temps qui est à nos portes, la saison estivale également qui s'en vient. On pourra prendre du répit durant la saison estivale. Nous, on n'en prendra pas. On sera avec vous tout l'été pour vous livrer toujours des bulletins et des actions de gens qui sont dynamiques sur le terrain ici, terrain lavallois. Et on veut savoir justement vos organismes, vos activités, vos suggestions, vos commentaires, tvrl.ca. N'oubliez pas non plus tous nos bingos qui sont les dimanches. Cette semaine, 4 000 $ à gagner, 2 500 $ la carte pleine. On a bonifié le tout pour vous, à vous d'en profiter donc tous les dimanches ici. C'est bingo et je vous dis à très bientôt.